Maman ? Maman ? C'est moi ! Tiens. Silence ? C'est pas normal. Je passe le couloir et là, je la vois par terre. Je la vois par terre dans le salon, le regard complètement perdu. Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais plus. Je voulais aller aux toilettes. Depuis quand t'es là ? Je ne sais pas. Mais regarde, il est 12h10 et tes mains sont glacées. Ça doit faire des heures que tu es là. Oui, le 112, c'est ma mère. Je viens de la trouver au sol dans le salon. Elle a 82 ans et là, elle parvient pas à se relever parce qu'elle est trop faible. Oui, elle respire. Mais ses mains sont glacées. D'accord, je vous attends. Bonjour madame, ne vous inquiétez pas, on va tout de suite s'occuper de votre maman. Madame, est-ce que vous avez mal quelque part ? Je ne sais pas. Je vais regarder votre bras, vos jambes. On va vous emmener à l'hôpital pour voir si tout va bien, faire quelques vérifications. Vous allez être beaucoup mieux installé là-bas. Donc on va d'abord la stabiliser ici, ensuite on la mettra sur le brancard et puis on va pouvoir l'emmener à l'hôpital du Vallon. Vous pouvez préparer quelques affaires pour votre maman, sa carte d'identité, sa mutuelle, n'oubliez pas non plus un pyjama. Et vous accompagnez votre maman en voiture ? Oui, comme ça je serai plus libre de mes mouvements. Je vous suis. Hôpital du Vallon. Dit Hôpital du Vallon. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Julien. N'hésitez pas à me laisser un message, je vous rappelle dès que possible. C'est à vous. Julien, c'est Christelle. Maman a fait une chute. Les ambulanciers l'emmènent à l'hôpital du Vallon. Rappelle-moi dès que tu peux, s'il te plaît. En déplacement, je passerai demain dès que possible. Courage. Bah ouais, courage. Forcément. Bonjour madame. Alors, voyons voir. La nuit s'est bien passée. Les radios ne montrent pas de fracture. Votre état est stable. Alors je peux rentrer chez moi. Oui, bien sûr. Vous pouvez sortir aujourd'hui, mais vu votre état de santé et votre âge, il serait important pour votre bien et votre sécurité d'aller en maison de repos. Une maison de repos ? Mais il n'y a pas d'autre solution ? Le retour à domicile est possible, mais ce sera difficile. Elle aura besoin d'aide. Une maison de repos ou tout faire pour qu'elle reste chez elle, c'est ça. Et Julien qui n'est pas encore là, le médecin qui est passé. Allez Julien, dépêche-toi. Christelle, je suis désolé. Comment va maman ? Bien, elle est là. Il n'y a pas de fracture, mais le médecin dit qu'elle ne peut plus rester seule. Vu son âge et son état, il a parlé de maison de repos. Coucou maman, ça va ? Tu nous as fait peur. Mon chéri, tu es venu ? Oui, je suis là maman. Je suis venu pour te ramener à la maison. Ah mince, c'est pas bon ça. Des heures, seul. Oh maman. Et pour la maison de repos, tu en penses quoi ? Bah, elle n'en veut pas, elle. Tu la connais quand même. Et puis, on peut envisager un service d'aide à domicile. Ou alors, on pourrait aussi essayer de s'organiser. Après, on verra. Je vais en parler avec mon boss pour voir s'il est possible de modifier mon planning pour être plus présent. Bon, ramenons déjà maman à la maison. Ouais, faisons ça. T'as raison, on verra ça plus tard. Ah, vous êtes là, vous. Et vous m'écoutez. Ok.
Ok, ben si vous m'écoutez, vous m'entendez donc. Ben, entendez-moi bien. Soyons clairs. Moi, c'est Christelle, 47 ans, puéricultrice dans une crèche en Wallonie. Je travaille dans le non-marchand. Oui, le non-marchand. Vous savez, là, ce secteur qu'on définit par ce qu'il n'est pas. Et c'est vrai qu'on n'est pas marchand. Oui, je sais, elle est facile celle-là. Mais c'est vrai aussi qu'on est courant. On court et on se démène toute la journée pour éduquer vos enfants, soigner votre famille, aider toutes et tous. Et vous aussi, vous là, qui m'écoutez. En somme, nous sommes le secteur essentiel. Essentiel. Mais ça, visiblement, c'est pas pour tout le monde. Ce que je viens de vous raconter, là, c'était il y a quelques semaines. Je me souviens, c'était un samedi froid et pluvieux. J'avais prévu de passer chez maman après le repas. C'est ce que je fais régulièrement depuis la mort de mon père. Ce jour-là, j'étais venue un peu plus tôt que d'habitude, juste pour lui faire une surprise. Et là, mon monde s'est écroulé. Vous savez, l'épreuve que j'ai traversée avec ma mère et mon frère, il est fort probable que vous aussi vous soyez amenés à la vivre. Chut. Chut. Ça commence par un silence. Puis, boum. Un pas, un faux pas et tout bascule. Chut. Chut qui claque, qui craque, qui choque. Chut qui chuchote. Tu ne tiendras pas. Chut. On croit que c'est rien, mais c'est tout. Tout qui s'effrite, qui s'échappe, qui chute. Et pendant que ça chute, ça chuchote dans les couloirs, ça sature dans les têtes, ça s'épuise dans les bras. Ceux qui tombent, ceux qui relèvent, ceux qui tiennent et ceux qui chutent sans bruit, dans l'ombre, dans l'usure. On continue, on lutte, on invente, on ajuste, mais à quel prix? À quel rythme? Dans quel oubli? Parce que la chute, ce n'est pas juste un corps qui tombe, c'est un monde qui sombre, un système qui met l'humain en tombe. C'est une promesse qui chute. Et puis, il faut que je vous dise autre chose. Quelques jours avant la chute de ma mère, j'étais à Namur, devant le Parlement wallon. Je ne savais pas encore que ce combat allait devenir ma vie privée. Je me souviens qu'on manifestait quand les parlementaires négociaient leur budget catastrophique pour le non-marchand. Comment on va garder nos travailleurs dans les institutions, dans un contexte de définancement, de perte de sens, de surcharge de travail, Une personne sur deux se dit qu'elle aimerait bien travailler jusqu'à la pension dans le domaine, mais qu'elle n'est pas du tout sûre que ça va être possible. Former les responsables de maisons de repos, de services, etc. en gestion, c'est bien, mais c'est largement insuffisant. Il faut les former à la question de la santé mentale des professionnels. On ne peut pas prendre soin correctement des personnes si on n'est pas bien soi-même et si on se dit « je ne tiendrai pas très longtemps ». Moi, je criais avec les autres. Assez de voir nos aînés isolés, assez de ce travail qui nous abîme, assez. À ce moment-là, je savais pas encore que ces mots résonneraient aussi fort dans ma vie privée. Allez, faut qu'il décroche cette fois-ci, allez. Allô? Christelle? Écoute, normalement, j'aurais dû passer chez maman, mais ça va être compliqué cette semaine. On a un audit important au bureau. Je dois rester tard tous les soirs. J'ai déjà annulé 2 rendez-vous pour être là hier. Mais mon boss m'a dit clairement que si je loupais l'audit... Mais la semaine prochaine, promis, je prends le relais. Cette semaine, c'est mal barré, juste... C'est dingue comme timing, je suis désolé. Non mais Julien, si pour toi c'est compliqué, tu te rends bien compte que pour moi aussi ça l'est. Qu'est-ce que tu crois? J'ai aussi un boulot, moi. Écoute, je te propose de passer chez maman demain. Comme ça te soulagera un petit peu. Non, mais il le fait exprès. Bah non, même pas. Et je crois que c'est ça le pire. Parce que pour lui, c'est normal. Pour lui, mon temps vaut moins que le sien. En fait, c'est ça. C'est juste normal. Et voilà.
Il a fallu quelques jours pour que le partage qu'on avait convenu prenne déjà l'eau. Bonjour maman, c'est moi. Ah, Julien, c'est gentil d'être là, mon chéri. Tu peux m'aider à enfiler ma robe de nuit? Ah, t'aider à mettre ta robe de nuit? Allez, on va faire ça. Fais voir. Attends, maman, ton bras, c'est à cause de la chute, ce bleu? C'est énorme. Et ta peau? Elle est toute fine, j'ai l'impression qu'elle va se déchirer si je la touche. Non, je peux pas. Je vais te faire mal, c'est sûr. Je sais pas comment on fait pour ça, moi. Je suis désolé, maman, mais vraiment, j'ai trop peur de te faire mal. Mais non, mon chéri, ce n'est qu'une robe de nuit. Non, c'est pas juste une robe de nuit. Je préfère que tu attendes Christelle. Elle sait y faire, elle a les gestes. Moi, je suis trop brusque. Attends, je vais l'appeler. Elle sera là dans 20 minutes et je reste encore un petit peu, promis. Je peux au moins te refaire du thé. Voilà, maman. Un bon thé. Je l'ai sucré un petit peu. J'espère que c'est bon comme ça. Merci, mon chéri. C'est gentil. Tu pourras passer me voir demain ou après-demain. J'aurais bien aimé, mais il y a un truc au bureau, une urgence que je dois régler cette semaine. Je vais voir avec Christelle comment est-ce qu'on peut faire. Mais quel con! C'est elle qui me donnait le bain quand j'étais petit. Elle me séchait les cheveux en chantonnant. Et moi, je suis même pas capable de... Et voilà, mon petit garçon est parti. J'ai vu la panique dans ses yeux, la peur de me toucher. Mon Julien ne sait pas que je comprends tout, que j'entends tout. Mes jambes ne me portent plus, mais ma tête, elle tourne encore. Trop peut-être. Je les entends, mes enfants, quand ils parlent dans le couloir. Ils croient que je dors ou que je n'écoute plus. Mais j'écoute, j'entends Christelle qui soupire. J'entends Julien qui promet et qui s'excuse. Et moi, je compte les heures que je leur prends. Les trajets, les nuits raccourcies, les projets qu'ils repoussent. 82 ans, j'ai travaillé 43 ans à la ferme, aux côtés de celui que j'aimais, élevé mes 2 enfants et enterré mon mari. Maintenant, je suis devenue une liste de courses, une case à cocher, un problème à résoudre. Je voudrais seulement leur dire, s'il vous plaît, ne vous disputez pas pour moi, ne vous épuisez pas pour moi. Je sais ce qui m'attend, la maison de repos, un jour ou l'autre, et puis, mais avant, je voudrais juste encore un peu sentir l'odeur de mon couloir, voir la lumière du matin dans ma cuisine, toucher les murs que mon chéri a peints. C'est égoïste peut-être, mais c'est tout ce qu'il me reste. Parce que cette histoire, ce n'est pas juste une histoire de famille. C'est une histoire d'inégalité, de genre, de culture, de contraintes teintées de fausses évidences. Elle pense à tout. Lui, il aide, parfois. Il ne porte pas le poids. Elle met sa carrière en pause. Lui, il monte, il est concentré, il est engagé. Elle est engagée aussi, mais dans une guerre invisible, contre le temps, contre l'épuisement, contre le sentiment de ne jamais en faire assez.
Mais elle n'a pas le temps. Elle le prend. Elle le vole à ses rêves, à ses projets, à sa santé. Et on dit que c'est normal. Mais c'est surtout le poids de la culture, le poids des rôles, le poids des siècles. À quand le partage de la charge vitale, de la charge mentale ? Pas le choix. Pas le choix, là. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai appelé un service d'aide et soins à domicile proche de la mutuelle de maman. Il nous fallait quelqu'un. Clairement. Pour maman, pour moi, mais surtout pour éviter l'implosion. Mais je sais même pas comment ça va se passer. Mais bon, il faut avancer. Bonjour madame, je suis la coordinatrice du service d'aide à domicile. Je suis là pour évaluer avec vous les besoins de votre maman et voir ce que l'on peut mettre en place pour elle. Bonjour. Merci d'être venue si vite. Je dois vous avouer que c'est pas facile de vous appeler et j'ai hésité un long moment avant de le faire. Parce que j'étais convaincue qu'on pourrait gérer encore seul. Rassurez-vous, vous avez eu le bon réflexe. Vous avez bien fait de faire appel à nous rapidement. En fait, plus on intervient tôt, plus on va préserver les capacités d'autonomie de votre maman. Et donc, l'intervention précoce est une bonne chose. Vous avez bien fait. Et là, elle m'explique tout. Elle m'explique qu'il va y avoir des infirmières pour la toilette, qu'elles vont préparer les médicaments matin et soir à partir de demain, qu'une aide familiale va venir 5 fois par semaine, qu'une aide ménagère sera là 1 fois par semaine. Et ça peut se mettre en place dès la semaine prochaine. Pour la première fois, je sens que je suis plus seule. Je vais enfin pouvoir souffler. Un peu. Le service à domicile, ça soulage. Un peu. Mais autant vous dire que c'est comme un parapluie dans un ouragan. Nadia, l'aide familiale, débarque 5 fois par semaine. 2 heures. Elle sait faire. Elle sait faire vite, trop vite. Un coup d'éponge, la liste de courses, le repas à préparer et à donner. Tic, tac, tic, tac. Carte d'identité scannée. Tic, tac. Le soin commence. Pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins. Le planning est roi, le timing est tyran. Et moi, je suis là, entre 2 vies, 2 instants. Humain, c'est le mot qu'ils aiment, mais sur le terrain, c'est souvent la chaîne. Une visite ici, un pansement là, une toilette ailleurs et le cœur qui bat. Pas de pause, pas de marge, juste des cases à cocher, des horaires à charger. L'aide à domicile, c'est l'intime dans l'urgence, c'est le soin dans le silence, c'est l'humain dans la cadence. On entre chez les gens, on voit leur monde, on touche leur fragilité. Mais on doit filer, répondre, enchaîner. Et pourtant on voudrait rester, écouter, parler. Mais le planning ne sait pas aimer. Et puis, Nadia repart. La porte se ferme, le silence retombe. Tout ce qu'elle ne peut pas faire, c'est moi qui prends. J'entends encore ces voix arrachées, dehors devant le Parlement. Vous continuez à trouver du sens et vous continuez à aimer votre travail parce que c'est un travail humain et cette violence institutionnelle dont tu parles, où on essaye de vous retirer un maximum le côté humain de votre travail, qui vous pousse enfin, comme tu le disais, à être blasé, à se dire est-ce que je vais tenir encore longtemps dans ces conditions-là ? Qu'est-ce que le gouvernement, jusqu'où ils vont nous pousser ? C'est ça la question en fait. Dès que ça se finit à la crèche, c'est parti. Je passe chez maman le matin pour voir si tout va bien, en fin de journée pour toutes les petites choses à régler, et passer un peu de temps avec elle. Et ça c'est sans fin. Je devrais manger quelque chose. Je devrais au moins enlever mes chaussures. 6 heures, je me réveille. Pas d'état d'âme. Journée de fou. Je cours, je rame, présente mais absente. Un fantôme en basket qui trace sa route. Je rentre tard, le corps en vrac. Je suis un calendrier qui saigne. Une vie qui file sans moi.
et ça recommence. Pas le temps de penser, pas le temps d'inspirer. 7 jours sur 7, je me fais broyer. Épuisée. Vidée. Je me perds dans les interstices du temps et je rêve. Juste une pause. Un souffle. Julien. Il viendra pas demain. Il aura un imprévu. Oh, ma tête, ça cogne sur mes tempes comme un marteau. La liste, cette liste. Manger, ranger, faire le ménage, courses à caser, papier WC en otage, mutuelle à checker, lessive à lancer, vaccin pour maman, faut pas oublier. Rendez-vous médicaux, prescriptions à gérer, médicaments à trier, ordonnances à demander, téléphone qui sonne, agenda qui déborde. Je cours, je note, je coche, je m'absorbe. Maman, encore, toujours en mouvement, jamais en pause. Ma vie, c'est une liste qui explose. Ça s'est arrêté? Pourquoi ça s'est arrêté? Qui est là? Qui est là? Cette silhouette. Naïma? Salut Christelle, tu dors? Mais ça fait des années qu'on ne s'est plus vu. Tu as l'air... Épuisée, consumée. Oui, je viens te montrer quelque chose. Tu t'occupes toujours de tes parents? Papa Alzheimer, maman Parkinson. Je suis devenue leur mémoire, leurs jambes, leur vie. Mais c'est terrible. Non, ce n'est pas terrible, c'est mécanique. Écoute. Je peux pas, pas le temps, je bosse. Tu crois au début que c'est temporaire, Christelle. Moi aussi, je le croyais. Au début, je disais, juste le temps de s'organiser, après on verra. Et mon frère envoyait de l'argent pour se sentir utile. Mon mari devait garder son job. Et puis, me concernant, je tenais. Et puis un jour, tu te réveilles, le tic-tac s'est arrêté. Ça fait 4 ans. Tu as oublié jusqu'à ton propre anniversaire. Tu ne vois plus tes amis, trop fatigués pour sourire. Regarde-moi, Christelle. Je suis et je sais ce qui t'attend. J'ai l'impression de voir ma vie avec Julien. C'est la vie. Moi, en tout cas, j'ai fini par craquer. Migraine, insomnie et puis... Maintenant, mes parents sont en maison de repos. En maison de repos? Viens, je t'emmène voir. Nous y sommes. Écoute le silence, Christelle. Pourquoi personne ne vient? Il est 3h du matin. Ici, il y a 90 lits, 90 vies si fragiles. Et pour toutes ces personnes, une seule soignante. Pour tous les tâches. Une seule? Mais si plusieurs personnes appellent en même temps? On prend la première. Les autres attendront. C'est ça la violence. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est mathématique, budgété, excellisé. Bienvenue dans les couloirs du soin, où l'humain se bat contre le déclin. Les normes ont changé. Oui, 20 ans de réforme. Des mots comme qualité, projet de vie, forme. On parle d'autonomie, de dignité, mais sur le terrain, c'est souvent l'urgence qui fait loi. Sous-effectifs chroniques, personnel à bout, des soignants qui donnent tout jusqu'au dégoût. Des nuits à 1 pour 90. Des jours à courir sans fin, sans pause, sans plainte. La violence n'est pas dans les gestes, elle est dans le système. Dans les plannings, les budgets, les silences qu'on aime. Elle est dans les normes qui montent, sans bras en plus, sans temps qu'on compte.
Et les résidents, ils attendent. Ils espèrent dans des chambres trop chères, dans des lits trop pleins de solitude. J'entends encore ces voix arrachées, dehors devant le Parlement. Dans une maison de repos, je lis souvent que c'est des mouroirs, mais avant d'être un mouroir, c'est un lieu de vie. C'est peut-être le dernier chapitre, mais ça reste une vie. Certains restent 5, 10, 15 ans avec nous. Donc les liens, ils sont là. Et derrière ce lieu de vie, il y a toute une équipe. Je pense pas que aux soignants, je pense aussi aux cuisines, aux assistants de logistique, à tout ce qui tourne autour d'une maison de repos et qui fait en sorte que le résident se sente chez lui. On a tous, toute l'équipe, à cœur de prendre en charge nos résidents, peu importe la profession qu'on fait. Et j'ai posé la question à l'équipe, qu'est-ce qu'il faut ? Et ils m'ont répondu 3 choses. La première, de la douceur, et ça, on l'a, parce que si on travaille avec de l'humain, il faut de la douceur, de la patience et du temps. Malheureusement, la patience, on la perd par manque de temps et de bras, parce qu'on n'a pas assez de temps pour être auprès de nos résidents. Tu as entendu, Christelle ? Je n'ai pas échoué. J'ai juste essayé de porter un immeuble sur mes épaules. Personne ne peut faire ça. Le système compte sur ton silence, sur ta culpabilité de femme. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Te souvenir. Rappelle-toi, il y a quelques semaines, le bruit, la foule, les drapeaux rouges et verts. La manif. Ah ouais, on était tous ensemble. J'avais oublié. Avec tout ça, j'avais oublié la force que ça donnait. À bientôt, Christelle. Et souviens-toi, ne porte plus toute seule. Plus toute seule, plus toute seule, plus toute seule, plus toute seule. Sous-effectif permanent. Le mot est doux pour dire épuisement. Courir, courir encore, répondre aux appels sans jamais pouvoir s'asseoir. Un corps pour 20, une âme pour 100. La nuit tombe et je suis seule face à l'océan des besoins. Pas de coups, pas de cris, mais une violence qui ne dit pas son nom. Institutionnelle, glaciale, dans les plannings, dans les silences, dans les regards qui ne voient plus. On ne maltraite pas, on fait ce qu'on peut. Mais ce qu'on peut n'est vraiment pas suffisant. Les résidents attendent, leur corps crie, leurs âmes s'effacent et nous aussi. On voudrait du temps, du soin, du lien, mais on nous donne des chiffres, des normes, des murs. Alors on court, on pleure parfois, on serre les dents et on revient demain. Julien. Ouais. Si je décroche, je me connais. Il va trouver une excuse et moi je vais lui dire t'inquiète. Parce que c'est plus fort que moi en fait. Je vais encore tout prendre sur moi pour pas qu'il se sente mal. Sauf que là, ce matin, c'est non. J'ai plus envie d'être sympa. Enfin le silence. C'était un rêve, mais Naïma avait raison. Ce n'est pas que Julien, c'est tout le reste. Accepter d'être celle qui bouche les trous, celle qui s'épuise en silence pour que ce monde tourne rond. Julien n'a pas rappelé. Ou peut-être que si, je sais plus. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai décidé de ne pas combler le vide qu'il laisse. Le partage qu'on avait promis, c'est mort depuis longtemps. Mais moi, je refuse de mourir avec. Peut-être qu'un jour, le service d'aide à domicile et tous mes efforts ne suffiront plus. Peut-être qu'un jour, il faudra bien que maman rentre en maison de repos. Et dans ma tête, tournent les mots que Naïma m'a confiés. Non, je n'ai pas échoué. J'ai compris qu'on ne peut pas tout porter seul. Que se battre pour un système plus juste, c'est aussi se battre pour vivre et non survivre. Cet automne, nous manifestions dans les rues de Bruxelles contre l'austérité, mais aussi pour plus de moyens pour les maisons de repos, plus de personnel, des salaires décents, du respect. J'ai crié
J'ai crié pour ma mère, qui mérite de la dignité. J'ai crié pour moi, qui ne peut pas tout porter. J'ai aussi crié pour Julien, même s'il n'est pas prêt à entendre que le patriarcat l'emprisonne lui aussi. Et j'ai crié pour toutes celles et ceux qui tiennent debout au bord du précipice, refusant de tomber. Plus loin, j'ai reconnu Naïma. On s'est prise dans les bras, on s'est souri les yeux humides. On savait, on sait que la lutte sera longue, mais on ne lâchera rien. Parce qu'au fond, ce qu'on demande est simple. De la dignité pour nos aînés, des conditions de travail décentes pour celles et ceux qui prennent soin, et une société qui reconnaît et valorise enfin que le care n'est pas un coût, mais que c'est une richesse. Alors oui, il faut être raisonnable. Mais raisonnable, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est accepter l'inacceptable ou est-ce que c'est exiger ce qui est juste ? Sur le fil. Parce que cette histoire, ce n'est pas juste la mienne. C'est celle d'1 million de corps qui tiennent, qui peinent, qui restent droits malgré le froid, malgré l'effroi. Alors que le monde se déchire, se défait sous leurs pas. Sur le fil, chaque jour, chaque nuit, à bout de souffle, à bout de nerfs. Mais encore là, c'est l'histoire de femmes qui courent entre des vies, le cœur en apnée, le devoir accroché au rein. C'est l'histoire des mains qui soignent, des voix qui rassurent, des héroïnes sans cap, sans pause. C'est l'histoire des gestes qu'on chronomètre, des âmes qu'on sous-paye, des vies qu'on épuise. Mais elles continuent, parce qu'elles savent. Chaque geste compte. Chaque souffle sauve. On nous dit ça coûte trop cher. Mais combien vaut une larme essuyée ? Combien vaut un corps relevé ? Combien vaut une dignité sauvée ? Sur le fil, parce que la dignité ne se négocie pas. Parce que l'humain, ça ne se délègue pas. Et maintenant, ça craque, ça claque, ça frappe. Il faut que ça change. Un front commun, aidant, soignant, soigné, uni, solidaire, debout, pour dire qu'on veut bâtir un monde où chacun a sa place. Un monde qui commence en prenant soin de ceux qui prennent soin. L'histoire que vous venez d'écouter pourrait être celle de vos voisins, de vos collègues, peut-être même la vôtre. Ce qui se passe pour Christelle n'est pas exceptionnel. C'est structurel. Florence de Gavre, économiste et chercheuse à l'UC Louvain, nous aide à comprendre les mécanismes profonds de ce que nous vivons. Thierry Muller, aidant proche et auteur de Glissement, nous parle de l'intérieur, ce qu'on ressent vraiment quand on porte tout. Écoutons-les. Dans ce podcast, on vit une situation concrète qui risque de concerner tout le monde ou qui concerne déjà pas mal de monde. Et à partir de cette situation réelle, il est possible de réfléchir à comment on peut soutenir le droit au care, qui est évidemment un droit à être soigné et à recevoir de l'aide, mais aussi comment pourrait-on imaginer un droit à fournir du care soi-même qui soit soutenu à la fois par des prestations, un droit à des prestations qui soient beaucoup mieux couvertes, un droit à prendre du temps pour faire du care et une plus grande place du care dans nos sociétés et dans nos préoccupations économiques. Donc à partir d'un exemple concret, d'une trajectoire qui est banale, commune, on peut réfléchir à des choses très importantes, très grandes et qui touchent pas seulement les individus individuellement, mais en fait toute notre société, toute l'économie. Et on peut réfléchir finalement à une société du care, mais aussi à une économie du care. Quand on tire les fils de qui fait quoi, on se rend compte aussi qui échappe au care. Et donc, qui permet aussi ce podcast en creux d'interroger cette irresponsabilité privilégiée qu'ont certaines personnes, alors les hommes, ça c'est documenté, mais aussi certaines couches de la population qui peuvent, elles, échapper au care, échapper au fait
de devoir prodiguer du soin et qui se décharge. La fiction qui n'en est pas une, elle montre un côté quand même assez dur de ce que beaucoup de personnes vivent. Et donc, il y a une vision assez... j'aime pas dire le mot pessimiste, mais disons qu'on voit le volet dur du care. Disons que ça met en évidence que c'est difficile, que il faut faire appel à des personnes. On est dépendant même dans la situation de devoir s'occuper de la dépendance d'autrui. On est dépendant de services, on est dépendant d'autres métiers, on est dépendant de son employeur qui veut peut-être bien ou pas vous donner du temps. Donc on devient complètement soi-même vulnérable, en fait. Il y a une espèce de double vulnérabilité. Il y a des statistiques qui montrent que la génération de sandwich s'occupe déjà plus des personnes de plus de 70-80 ans que des enfants. C'est-à-dire qu'on va passer plus de temps à s'occuper des personnes âgées que de nos propres enfants. Donc dans une vie, je trouve que c'est quand même hyper frappant. Quand on a des enfants, on va s'occuper, en termes d'heures, on va passer moins de temps à s'occuper d'eux que de nos parents âgés ou de nos conjoints. Moi, je trouve que c'est super frappant de se dire ça. Donc ça justifie quand même qu'on se préoccupe de la dépendance et du parcours de vie et de soutenir de care tout au long de la vie. Le mot dépendance me gêne. Je n'aime pas ce mot, d'ailleurs je ne l'emploie que très rarement parce que il renverrait à une forme d'état qui serait uniquement celui d'une partie de la vie quand on n'a plus de capacité, soi-disant, ou quand... Et alors le terme de légume aussi me révolte, parce qu'il y a beaucoup de vie dans un légume. Mais donc la dépendance vue de façon négative, associée à tout cet ensemble de mots comme démence, fin de vie. Non, en fait, on est dépendant toute sa vie. La dépendance, évidemment, elle évolue, ça, on ne va pas se voiler la face, mais de se penser dépendant et vulnérable dès le début de la vie permet quand même d'avoir un autre regard sur l'importance de nos liens, l'importance du care, parce qu'on en fait tout le temps et ce n'est pas la fin de vie n'a pas le monopole de la dépendance. La vulnérabilité, on l'a tout au long de sa vie, ne fût-ce que quand on a un accident ou quand on a une opération, là on se rend compte à quel point on est dépendant des autres. Et même si on sait qu'on va pouvoir revenir dans une situation où on l'est moins, en fait, la potentialité de la vulnérabilité de la dépendance pèse sur nous, sur toute notre vie. Donc ne nous en débarrassons pas, prenons ce problème-là à la base. C'est la base de la vie, d'essayer de s'organiser autour de cette vulnérabilité et de cette dépendance qu'on doit reconnaître. Donc l'idée de l'individu dégagé des liens, l'idée de l'individu libéral, qui est la conception libérale qui est à la base de nos sociétés, en fait, elle est complètement obsolète. Elle ne correspond pas à la réalité. C'est ce qu'essayent de défendre les éthiques du care et la philosophie du care. À la base, c'est de penser l'être humain non pas à partir de son autonomie et de sa quête d'autonomie, mais de sa réalité de vulnérabilité et de dépendance. Mais je trouve que sur le fil, donc, est de ce que j'en ai entendu, je trouve ça très très représentatif, en tout cas de tout ce que moi j'ai vécu, et j'aime beaucoup le fait que ça balaye différents regards, donc le regard des aidants proches, avec beaucoup de moments où on est perdu, où on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus trop ce qui nous arrive, on n'est pas formé à intervenir, et même éduqué, mais je vais y revenir. Il y a comment la personne âgée vit la situation, qui est très très bien représentée, je trouve très humaine, et dans sa complexité. Et il y a le regard, le point de vue du personnel, qui pour moi est fondamental. Parce que je trouve ça bien, parce que je pense que c'est de la complicité entre ces trois acteurs que les choses peuvent bien se passer. Et donc il faut que les trois soient bien dans leur peau, dans la situation, autant qu'on puisse l'être, parce que c'est de toute façon des situations difficiles à vivre quand on a quelqu'un de proche qui arrive en bout de course et qui s'en rend compte aussi, et pour qui c'est très angoissant à vivre, et difficile à accepter.
on veut pas culpabiliser et en même temps, c'est difficile de ne pas le faire parce que comme aidant proche, on est vite, enfin en tout cas moi ça a été le cas, vite culpabilisé de ne pas être à la hauteur. Donc voilà, et en même temps, il y a ce côté où je suis le fils, c'est-à-dire que je me suis trouvé dans une situation à m'occuper de ma maman et c'est très compliqué parce que je ne suis pas éduqué aux soins comme mec, voilà. Et j'avais tout le temps cette image de ma maman qui s'est occupée pendant 26 ans de mon papa, qui était hémiplégique et aphasique, et puis qui a eu de l'incontinence, comme elle a eu après. Et je me disais tout le temps, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'elle a pu tenir 26 ans, 25 ans avant de décider de mettre mon père en maison de repos? Je lui dois bien ça, et moi, après 3 mois, j'en pouvais plus. Et je me disais, ben oui, mais voilà, moi je suis pas, comme mec, on n'est pas éduqué à ça. Et toute cette complication d'éveil à à la sensibilité, à la souffrance de l'autre, au toucher. Moi, j'arrivais pas à toucher ma maman. Alors, j'avais parlé avec une ostéopathe qui m'avait expliqué comment prendre sa main, la masser. Je lui ai dit, mais je ne saurais jamais faire ça avec ma maman, c'est pas possible, je ne veux pas comme ça, la masser. Donc, ces difficultés qui sont genrées, moi, ça m'est apparu très clairement. Ça m'a fort interpellé, interrogé. Donc, voilà, je retrouve un peu dans les deux personnages, celle qui est un peu la fille là, qui essaye, qui est dépassée par les trucs, qui essaie de gérer, qui se rend compte qu'elle va prendre de plus en plus en charge et c'est énergivore et en même temps on voit pas on voit pas comment sortir de la situation parce qu'on se donne pas le droit et effectivement la seule sortie c'est la maison de repos. Moi je pense qu'il faudrait créer un statut d'aidant proche, on en reparle maintenant avec les gens qui sont virés du chômage. Et qu'on se rend compte qu'effectivement, il y avait plein de gens qui avaient un statut chômeur et qui, en fait, avaient un statut chômeur parce qu'ils devaient s'occuper de leur gosse handicapé ou de leur papa ou maman qui est au bout du rouleau, quoi. Et qu'effectivement, il n'y a pas d'autre niche que celle-là. Et maintenant, ces gens se font expulser. Alors, et moi, je défends l'idée qui est, alors je vais sûrement vous surprendre, un salaire pour les aidants proches. Et je m'inspire, quand je dis ça, de Silvia Federici, je ne sais pas si ça vous parle, donc, qui était une féministe communiste italienne, qui a été une des penseuses de mouvement féministe dans les années 70, qui défendait l'idée d'un salaire ménager. Elle ne se battait pas pour que les femmes intègrent le marché du travail, mais se battait pour que le travail de reproduction, on appelle, reproductif, donc le travail du soin, en gros, de l'éducation et du soin de la maison et de la famille, soit reconnu comme produisant de la valeur, de la richesse pour la société et donc fasse l'objet d'un salaire socialisé. Donc qui pourrait être payé par la sécurité sociale. Ce qui enlèverait l'ambiguïté, on n'est pas besoin de faire semblant qu'on est demandeur d'emploi, on serait reconnu comme aidant proche et ayant droit du coup, je dis salaire parce que salaire ça veut dire qu'on reconnaît que ça a une valeur productive, y compris pour l'économie. Donc il faudrait voir comment elle serait calculée, imaginée, contrôlée d'une certaine façon, et qui, je vais un peu plus loin, qui donnerait même lieu droit à des congés, parce que comme aidant proche, on a besoin à un moment donné aussi de prendre l'air et d'avoir des pros qui reprennent le relais, quoi. Je trouve ça aussi d'intérêt que ça pourrait plus facilement faire débat autour de qui prend le rôle en charge. Parce qu'en général, ça se fait par défaut ou par exemple, moi, parce que j'étais chômeur. C'est la proximité peut-être particulière avec ma maman, mais le fait que j'étais au chômage, ça tombait presque sous le sens, c'est Thierry qui va s'occuper de maman, il n'a quand même rien à faire. Parce qu'un chômeur n'a jamais rien à faire, sauf que j'écrivais un livre, que je montais un spectacle, voilà, mais bon, peu importe. Et moi, ça m'a fait toujours penser à... Peut-être c'est une projection de ma part, mais qu'avant, dans les grandes familles, il restait toujours la fille de la famille, et c'est elle qui s'occupait des parents. Ça ne se décidait pas autour d'une table qui va jouer le rôle, mais il y avait quelque part quelque chose comme ça qui faisait qu'il y avait quelqu'un de la famille, une femme forcément, qui restait non mariée, donc qui vivait avec ses parents jusqu'au bout, et c'est elle qui prenait en charge, quoi. Mais je crois que ça permettrait de pouvoir dire, oui, toi, tu as un boulot, mais tu peux très bien interrompre ton travail pendant 1 an, et il y a une rémunération qui couvrira, quoi.
dans le choix et y compris aussi dans les permutations. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui le fait 6 mois et puis un autre ou 1 an et puis un autre qui reprend pendant 1 an. Voilà, ça pourrait tourner, de cette façon-là. Enfin, je trouve que ça peut ouvrir des pistes quand même, où le débat ne tourne pas autour de, toi tu es dans la situation qui convient, donc ce sera toi, et ou l'autre qui se sent pas au droit de dire non parce que, pour lui, c'est plus un peu comme la fille et le garçon, là, le garçon qui dit: «Mais non, avec mon boulot, c'est pas gérable». Si sa sœur pouvait lui dire: «Écoute, tu prends un congé sans solde d'1 an et la sécurité sociale t'assure un revenu mensuel, convenable, il y a pas de raison que ce soit moi qui arrête mon boulot, donc ça peut être toi et on peut tourner». Voilà. Pour moi, dans les maisons de repos mais je crois que c'est propre, enfin c'est propre, c'est présent dans l'ensemble du secteur du care, je crois. Il y a ce que moi j'appelle du racisme interpersonnel, c'est-à-dire qu'il y a des résidents par rapport à des membres du personnel qui sont, voilà, qui ont des comportements et des propos racistes, qui est très compliqué à vivre pour les personnes qui les subissent. D'abord parce que subir le racisme, c'est très compliqué, mais qu'en plus, il y a quand même un point de vue général qui est de dire: «Oui, mais les résidents racistes, c'est parce qu'ils perdent la tête, donc les personnes âgées en général ont, perdent un peu leurs, repères moraux, voilà, et donc ils doivent faire avec, hein». Donc il faut qu'ils considèrent que, la personne dit ça mais elle ne le pense pas vraiment, c'est parce qu'elle perd un peu la tête. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, je crois que c'est possible, mais il n'empêche que pour ceux qui se le ramassent, c'est quand même vachement dur de subir et de devoir se taire et de continuer à s'occuper de la personne avec, la disponibilité qu'on leur demande, quoi. Alors, je pense qu'il y a un racisme, d'après ce que certains membres du personnel m'ont dit, et aussi un racisme, dans l'institution, notamment en tout cas, elles le vivent comme ça, hein. Donc moi, je peux pas le vérifier, mais elles le vivent comme ça et donc je le prends pour ce qu'elles en disent. Notamment dans la répartition des horaires, par exemple. Mais je pense que c'est plus systémique dans le sens où il y a un gros problème pour moi au niveau c'est dans la pratique managériale, c'est que, en tout cas, les aides-soignantes sont toutes à travailler à temps partiel. Et c'est une imposition de la direction. C'est que la direction veut avoir un personnel mobile, agile, comme on dit maintenant, qu'on peut placer dans les cases, de 7 à 9, de 9 à 11 dans la journée, de 11 à 14, de 14 à 15, il n'y en a plus qu'une, de 15 à 21, on en met 2. Et les horaires sont tellement, découpés parce que c'est hyper rationalisé, c'est-à-dire qu'on met 4 aides-soignants pour 60 résidents entre telle heure à telle heure parce qu'il y a tel et tel acte technique à faire, en l'occurrence les toilettes le matin. Une fois les toilettes faites, on peut se passer 2 membres du personnel puisque les actes techniques diminuent, ce qui donne la vision qu'on a du travail des aides-soignants. C'est-à-dire c'est une succession d'actes techniques qui sont chronométrables. C'est-à-dire vous avez 12 minutes pour faire une toilette, point, voilà. C'est une moyenne et vous devez vous tenir dans la moyenne et faites avec, les imprévus du jour, la personne ce jour-là n'est pas bien, ou elle est tombée, ou elle a une indigestion, il faut que tu la gères dans les 12 minutes, débrouille-toi parce que le temps que tu vas perdre là, il faudra le regagner sur quelqu'un d'autre, et cetera. Donc pour pouvoir gérer ça, placer le personnel où il faut, quand il faut, un peu plus, voilà, les heures des repas, les heures du coucher, on fait revenir du personnel, avec des temps pleins, c'est ingérable. Donc on met tout le monde à mi-temps. En gros, il y en a qui sont à tiers-temps, il y en a qui sont un peu plus que mi-temps. Ça a un deuxième avantage, c'est que ça crée une armée de réserve permanente. Si quelqu'un est malade, il y a toujours une partie du personnel qui ne travaille pas puisqu'elles sont à mi-temps et donc on peut appeler quelqu'un pour remplacer. Et cette personne sera généralement d'accord de venir travailler parce que comme elle a un temps partiel, elle a un salaire insuffisant, largement insuffisant, et donc ça lui permet d'avoir un peu plus de fric fin du mois ou d'accumuler des jours de récup, et que notamment pour les personnes africaines est intéressant parce que ça permet de cumuler des heures supplémentaires à récupérer pour partir, retourner au pays. Et ce qui fait que du coup, en tout cas c'est ce qu'elles m'ont dit, c'est que c'est souvent les personnes d'origine africaine qu'on appelle en remplacement dernière minute et qu'on sait qu'elles vont dire oui, d'une part parce qu'elles en ont encore plus besoin que d'autres, parce qu'elles ont souvent des familles plus nombreuses, parce qu'elles envoient de l'argent là-bas, parce que la grande famille, ça existe toujours là-bas. Et donc ça pour moi, c'est un racisme, c'est-à-dire leur statut de personne africaine permet de les rendre plus malléables. Alors ça va un peu plus loin aussi, mais bon après ça reste très subjectif, mais
en tout cas une infirmière, me disait que elle s'est toujours sentie dans l'obligation d'en faire plus que les autres. C'est un peu ce qu'on dit des femmes par rapport aux hommes pour les travaux équivalents. Nous, on doit toujours montrer qu'on est meilleur que les hommes parce que pour être reconnu égal, on doit faire plus, on doit faire mieux. Ben, elle dit ça en tant qu'Africaine. Nous, en tant qu'Africaine, on doit tout le temps faire plus, faire mieux pour être reconnu égal. Et donc, c'est aussi ce qui fait que on ne dit pas non, c'est pas parce qu'on est plus soumis. Je crois que ça ajoute aussi la disqualification à l'embauche qui fait que tu sais que quand tu es africain, si tu as un job, tu t'y accroches parce que retrouver un autre job, c'est pas facile parce qu'il y a une discrimination raciale à l'embauche. Donc tous ces éléments jouent et renforcent pour moi l'oppression, les mécanismes d'oppression, de domination que ces personnes subissent. Donc, après, on retrouve encore d'autres strates, je trouve, de ce racisme. Si je prends l'entreprise, pour l'appeler comme ça, qui était propriétaire multinationale de la maison de repos où ma maman était, 40-45% du personnel soignant, donc en bas de l'échelle sociale hiérarchique de l'entreprise, était africaine. Et il n'y en a pas une seule au conseil d'administration ou dans le management. Il est bien là. Aussi le racisme. Moi, j'appelle ça du colonialisme sur place. Parce que l'exemple que j'ai cité avec le jeune Ghanéen, un gars qui est sociologue, il a ici travaillé comme aide-soignant. C'est du colonialisme sur place. On a besoin d'une main-d'œuvre. Il y a une pénurie énorme dans cette profession du care. Donc, il y a un gros appel de main-d'œuvre à la main-d'œuvre étrangère, pas qu'africaine d'ailleurs, roumaine notamment, ou du sud de l'Europe, qui permet de combler ce problème de pénurie. Et donc, on fait venir des gens, mais qui ont des compétences, des qualités qui ne sont pas reconnues ici, parce qu'elles ne sont pas reconnues via le processus d'équivalence de diplôme, qui pour moi est vraiment un processus raciste. Il y a un présupposé, je pense, qui est automatique, qui est que quelqu'un qui est diplômé dentiste en Angola n'est pas capable de faire dentiste ici. Et donc, si tu veux faire dentiste ici, tu refais 4 ans d'études. Et 4 ans d'études, quand tu viens comme demandeur d'asile, tu ne peux pas les faire. Donc, tu fais quoi? Tu fais être ménagère, tu fais les métiers en pénurie. Tu es médecin et tu ramasses les crasses sur les trottoirs. Donc c'est vraiment l'expression d'un racisme profond et qui rappelle le colonialisme. C'est pour ça que moi j'appelle colonialisme sur place, c'est-à-dire je suis bien passé pour en parler puisque je suis né là-bas, et donc je suis né au Congo, et j'ai vu des photos de quand j'ai revenu quand j'avais 1 an, en 60, on m'a rapatrié, et la première image que j'ai, c'est que je suis dans les bras d'une infirmière africaine, d'une infirmière noire. Et mes parents avaient des boys, un monsieur qui faisait le jardin, un autre qui faisait la cuisine avec ma maman. Et maintenant, ils font boy ici, quoi. Et c'était gros débat quand même, parce que qu'ils ont notamment au niveau syndical. Mais il y avait une chercheuse de Bruxelles qui expliquait comment, dans les dernières années, qu'on a eu de plus en plus de tâches techniques qui étaient dévolues, réservées aux médecins, sont passées en tâches infirmières. Et puis, il y a eu ces dernières années toute une série d'actes techniques que ne pouvaient poser que les infirmières, qui sont devenus des actes que les aides-soignants peuvent poser à condition de suivre une formation complémentaire. Et maintenant, ils sont en train de débattre d'aidants proches qui pourraient poser, notamment des aidants proches ou des non-professionnels de la santé, qui pourraient poser des actes techniques d'aide-soignants. Donc, il y a vraiment une descente comme ça, mais tous définis par rapport à des actes et qui a la responsabilité de quel acte. Donc l'aide-soignante pourrait faire ça, mais sous la responsabilité de l'infirmière, c'est-à-dire que si elle se plante, c'est elle qui... Qu'est-ce que ça crée comme relation, comme rapport? Dire oui, tu le fais, mais si tu te plantes, c'est moi, donc bouge-toi, je vais le faire. Enfin, je sais pas. Et on lui fait reposer sur des personnes, en fait, des problèmes qui sont justes, c'est parce qu'ils ne trouvent pas d'infirmières, donc on va dire aux aides-soignantes, faites-le. On ne trouve pas des aides-soignantes, donc on va dire à des éducateurs, vous pouvez le faire. Dans des écoles ou dans des homes, il y a une série d'actes que les aides-soignants sont formés à faire, qu'on veut confier maintenant à des éducateurs, par exemple. Et alors, l'autre chose que ça me fait penser, je renchéris juste sur ce que j'ai déjà expliqué, c'était juste une anecdote. Un jour, je discutais avec ma maman, on discutait avec une aide-soignante, et puis avec elle, on rigolait toujours beaucoup. Et puis à un moment donné, elle me dit « Oh mon Dieu, il faut que j'y aille, j'ai du travail ».
Et je lui dis, mais ah bon, je croyais que tu travaillais. Donc quand tu parles avec ma maman et moi, tu travailles pas. C'est pas un travail d'aide-soignante. Mais pour moi, si, c'est du travail d'aide-soignante. Mais pour elle, pas. Mais pour elle, pas, parce que pour l'institution, pas. Parce que l'institution, si la directrice la voit, elle lui dire, dis, Abi, on t'appelle, est-ce que tu veux bien, là, il y a un appel, une sonnette qui a sonné. Qu'est-ce que tu fais à discuter, quoi? Et pour moi, c'était tellement évident qu'elle était en train de faire son travail. Visiblement, non. C'est vraiment ça, c'est le taylorisme. C'est la définition du travail à partir d'un certain type d'actes. Et ce sont ces actes-là qui définissent. Et on en arrive même à tout chronométrer. Moi, je ne savais pas ça. Donc, le temps qu'elle mette pour répondre à une sonnerie, à une sonnette dans une chambre est chronométré. Donc, on sait, c'est enregistré à partir de quand la sonnette a sonné, whoop, whoop, whoop. Et quand elle rentre dans la chambre, la première chose qu'elles font, c'est qu'elles coupent la sonnerie et c'est enregistré. Donc, on sait dire combien de temps elle a mis pour intervenir. Et quand elle a fini d'intervenir, elle doit repointer, quoi, pour qu'on sache combien de temps elle a mis, et elles doivent identifier quel type d'acte elles ont fait, pour quel type de demande elles sont dues intervenir. Alors je ne sais pas ce que les directions font de ça, parce que je ne sais pas ce qu'elles en font. Mais ce que je sais, c'est que forcément, quand tu boulottes comme ça te met une pression permanente. Tu sais tout le temps que tu es chronométré, donc on peut vérifier que tu es plus lente qu'une autre, et donc à un moment donné, on te sanctionne, on te dit, écoute, avec toi, ça ne va pas, d'ailleurs, regarde, on a la preuve. Quand toi, tu viens, les interventions, ça prend autant de temps, la moyenne des autres, c'est autant, enfin, c'est horrible. Christelle et Thierry ne demandent pas l'impossible. Ils demandent juste que le care soit reconnu pour ce qu'il est, du travail technique et surtout relationnel, du travail vital pour tout un chacun, du travail qui fait tenir debout la société. Pour que ce travail soit reconnu, il faut un choix collectif, un choix politique. Actuellement, nos gouvernements ont choisi de frapper dur. Priorité au marché, à la rentabilité, à la réduction des coûts, au profit de quelques-uns. Et le care, il souffre partout, dans le public, dans l'associatif, à la maison. Partout, on demande de faire plus avec moins. Acceptons-nous de subir ces choix politiques égoïstes sans débattre, sans nous demander ensemble si c'est vraiment cela que nous voulons? Acceptons-nous de rester dans une société qui nous dit « c'est pas possible », quand en réalité, c'est juste pas prioritaire pour ceux qui décident? Ou choisissons-nous une société où le care, prendre soin, accompagner, écouter, est reconnu légalement, payé dignement, financé publiquement, partagé entre tous? Il ne s'agit pas juste d'en parler, il s'agit de s'en donner les moyens. Créer un vrai statut d'aidant proche, correctement financé. Payer les travailleuses du soin à la hauteur de ce qu'elles font réellement. Accepter que c'est un investissement pour une société robuste, pas un coût à réduire. Christelle, c'est nous. C'est vous, maintenant ou dans quelques années. Alors, voulons-nous d'un monde où prendre soin est payé au tiers du salaire décent, au prétexte qu'il s'agit d'une vocation? Ou voulons-nous un monde où les métiers du care sont reconnus, financés correctement et respectés? En somme, la question est simple. Elle engage tout. Quelle société voulons-nous vraiment? Et surtout, qu'allons-nous faire pour la défendre?